Mes parents m'ont humilié, tu ne vaudras jamais ta sœur. Je me suis levé et j'ai dit, alors dites-lui de payer toutes les factures. Je n'envoie plus d'argent. Ma mère était stupéfaite, quel argent? Nous n'avons jamais reçu un seul euro de toi. Le rire cristallin de ma sœur résonnait dans la salle à manger, couvrant le bruit des couverts qui s'entrechoquaient. Mais ce rire s'est figé, tout comme le sang dans mes veines, lorsque la voix de ma mère a traversé l'air comme un couteau de boucher, tranchant et froid. Elle m'a regardé droit dans les yeux, un verre de vin à la main, et a prononcé ces mots qui allaient changer le cours de notre histoire familiale pour toujours. Armelle, tu ne seras jamais aussi bien que ta sœur Jocelyne. C'est elle qui prend vraiment soin de cette famille. Toi, tu es juste, là. Mon cœur a manqué un battement. Des années d'humiliation, de sacrifices silencieux et d'abnégation se sont écrasés sur moi en une seule seconde. J'ai repoussé ma chaise, le bois raclant violemment contre le carrelage ancien de la maison de mes parents à Châteauroux. Ma voix tremblait, non pas de peur, mais d'une rage volcanique que je contenais depuis trop longtemps. Si c'est le cas, maman, alors laisse Jocelyne payer toutes les factures. C'est fini. Je n'enverrai plus un seul centime. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Les yeux de ma mère se sont écarquillés, sa main s'est crispée sur son verre. Quel argent, a-t-elle demandé, la confusion se mêlant à l'accusation dans sa voix. Nous n'avons jamais reçu un seul euro de toi. Des hoquets de surprise ont parcouru l'assemblée. Mes oncles et tantes me fixaient comme si j'étais une étrangère. J'ai vu le sourire suffisant de ma sœur vaciller, une lueur de panique pure traversant son regard maquillé à la perfection. Et dans ce silence stupéfait, j'ai su que la vérité que j'avais cachée, ou plutôt que j'ignorais moi-même en partie, allait éclater. Avant de vous raconter comment cette soirée d'anniversaire s'est transformée en champ de bataille, je voudrais prendre un moment pour vous saluer. Je sais que les histoires de famille compliquées résonnent chez beaucoup d'entre nous. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous suivez mon histoire, et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Est-ce le matin avec votre café, ou tard dans la nuit? J'aimerais savoir qui est là avec moi. Revenons à cette soirée. C'était le 60e anniversaire de ma mère, Francine. J'avais conduit 4 heures depuis Lyon, épuisée par une semaine de travail harassante à l'usine, pour être présente. L'air dans la maison sentait le rôti de veau et la cire d'abeille, une odeur qui aurait dû être réconfortante mais qui, pour moi, avait toujours eu un arrière-goût d'anxiété. Jocelyne, ma sœur aînée, était arrivée avec 1 heure de retard, comme à son habitude, faisant une entrée théâtrale. Elle portait une robe qui semblait coûter 3 fois mon loyer et tenait à la main un petit sac cadeau brillant. « Joyeux anniversaire, maman chérie », s'était-elle exclamée en tendant le paquet. C'était un flacon de parfum de luxe. Maman l'avait ouvert avec des mains tremblantes d'émotion, s'extasiant comme si c'était le Saint Graal. « Oh, Jocelyne, tu es folle de dépenser autant pour moi. Tu es vraiment un ange. » J'avais attendu mon tour, serrant mon propre cadeau contre ma poitrine. C'était un purificateur d'air médical de haute gamme. Papa souffrait de problèmes pulmonaires depuis des années, et le médecin avait insisté sur la qualité de l'air. C'était un cadeau pratique, coûteux, et vital. Quand je le lui ai tendu, maman a soulevé le couvercle, a jeté un coup d'œil distrait et a soupiré. Encore une machine, Armelle? C'est tellement technique. Comme toi. Tu ne penses jamais à ce qui me ferait plaisir, seulement à ce qui est utile. Elle a poussé la boîte du pied sous la table, comme on cache une honte. Jocelyne m'a lancé un regard de fausse compassion. Ne t'inquiète pas, Armelle. Tout le monde n'a pas le goût pour les belles choses. C'est l'intention qui compte, n'est-ce pas? La colère commençait à bouillir en moi, mais je l'ai avalée avec une gorgée de vin rouge bon marché. Je ne savais pas encore que ce n'était que l'apéritif d'un festin d'humiliation à venir. Mais pourquoi étais-je surprise? C'était le scénario de ma vie depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Grandir dans cette maison à Châteauroux, c'était comme vivre dans un théâtre où Jocelyne avait le rôle principal et où j'étais la machiniste en coulisses, invisible et couverte de graisse. Je n'ai jamais douté que mes parents m'aimaient à leur manière, mais j'ai toujours su, avec cette certitude douloureuse qu'ont les enfants sensibles, que je n'étais pas leur préférée. Dès le début, la comparaison était constante, lourde et implacable. Jocelyne,
de 4 ans mon aînée, semblait glisser sur la vie avec un charme sans effort. Elle était la belle, la sociale, celle qui savait exactement quoi dire pour faire rire les adultes. Elle avait les yeux bleus de maman et le sourire charmeur de papa avant que la maladie ne le ronge. Moi? J'étais Armelle. La fille calme, un peu ronde, toujours le nez fourré dans un livre ou en train de démonter le grille-pain pour voir comment il fonctionnait. Je me souviens d'un Noël en particulier. J'avais 12 ans. J'avais passé 3 mois à économiser mon argent de poche, sautant les goûters à la boulangerie, pour acheter à papa une nouvelle boîte à outils dont il avait désespérément besoin. J'avais même nettoyé et huilé ses vieilles clés anglaises pour compléter le set. Mes doigts sentaient le métal et le dégrippant, mais j'étais fière. Quand Jocelyne a offert son cadeau, une écharpe en laine qu'elle prétendait avoir tricotée elle-même, j'avais vu l'étiquette du magasin dépasser de la poubelle la veille, mes parents ont applaudi. Quel talent, s'est exclamée maman. Tu as des doigts de fée, ma chérie. Puis vint mon tour. Papa a ouvert la boîte à outils. Il a souri, mais c'était un sourire poli, celui qu'on réserve à un voisin qu'on connaît peu. Merci, Armelle, a-t-il dit. Puis, se tournant vers maman, il a ajouté à mi-voix, c'est utile, c'est sûr. Mais pourquoi ne prend-elle pas exemple sur sa sœur? Regarde cette écharpe, c'est ça, avoir de la délicatesse. Armelle est toujours si, brusque. Ces mots m'ont marqué au fer rouge. J'ai compris ce jour-là que l'utilité ne valait rien face au charme. J'ai compris que peu importe combien je travaillais dur, je serais toujours le brouillon et Jocelyne le chef-d'œuvre. À l'école, c'était la même rengaine. Les professeurs adoraient Jocelyne, même si ses notes étaient médiocres. Elle savait les flatter. Moi, j'avais des 18/20 en mathématiques et en physique, mais lors des réunions parents-prof, on disait à ma mère, Armelle est excellente, mais elle manque de personnalité. Elle devrait être plus solaire, comme sa sœur. Tu as entendu, Armelle, me disait maman dans la voiture au retour. Pourquoi tu ne peux pas être plus comme Jocelyne? Je regardais par la fenêtre, les larmes brûlant mes paupières. Je ne suis pas Jocelyne, murmurai-je. Mais personne ne m'écoutait. Au lieu d'essayer de rivaliser sur son terrain, je me suis réfugiée dans le mien, la logique, les chiffres, les machines. Les machines ne mentent pas. Elles ne vous jugent pas sur votre sourire ou votre capacité à raconter des anecdotes. Si vous les traitez bien, elles fonctionnent. C'était un monde juste, le seul que je connaissais. Mais même les machines ne pouvaient pas réparer le sentiment croissant que je n'étais qu'un portefeuille ambulant en devenir pour ma famille. Je ne savais pas encore à quel point cette prophétie allait se réaliser de manière littérale. Quitter Châteauroux pour mes études d'ingénieur à Lyon a été comme enlever un corset trop serré. J'ai enfin pu respirer. J'ai excellé dans mes études, trouvé un stage, puis un poste de spécialiste en contrôle qualité dans une grande usine de pièces automobiles. C'était un travail exigeant, précis, où la moindre erreur pouvait coûter des millions. J'aimais cette rigueur. Pendant ce temps, la vie de Jocelyne était un chaos scintillant. Elle avait abandonné la fac de droit, puis une école de design, puis une formation d'esthéticienne. Elle se présentait comme entrepreneuse ou consultante freelance, des termes vagues qui cachaient le fait qu'elle vivait encore au crochet de nos parents ou de petits amis de passage. Il y a 5 ans, le drame a frappé. Papa a été diagnostiqué avec une maladie pulmonaire obstructive chronique, BPCO, héritage de ses années à l'usine sans protection adéquate. Les traitements étaient lourds, coûteux, et sa retraite d'ouvrier était misérable. C'est là que le piège s'est refermé. Je me souviens de cet appel comme si c'était hier. Jocelyne m'a appelé un mardi soir, la voix tremblante. Armelle, c'est la catastrophe. Les médicaments de papa ne sont pas tous remboursés à 100%. Et la toiture de la maison fuit, l'humidité aggrave son état. Il faut qu'on l'aide. Bien sûr, ai-je répondu immédiatement. Je gagnais bien ma vie maintenant, environ 3 800 € net par mois. Je vais mettre en place un virement permanent sur le compte de maman. Non, a crié Jocelyne, presque paniquée. Surtout pas. Tu ne connais pas l'administration française? Si la CAF ou la Sécu voient des entrées d'argent régulières sur leur compte, ils vont considérer ça comme un revenu.
Ils vont leur couper l'APL et peut-être même baisser le taux de remboursement des soins. Tu veux tuer papa avec la bureaucratie? J'ai hésité. Je savais que l'administration pouvait être complexe, mais cela me semblait extrême. Cependant, je vivais loin. Je ne gérais pas leurs papiers au quotidien. Jocelyne, elle, était sur place. Elle s'occupait de tout, disait-elle. Alors comment on fait? Ai-je demandé, l'angoisse me nouant l'estomac. Envoie l'argent sur mon compte à moi, a proposé Jocelyne avec une douceur rassurante. Je retirerai l'argent en liquide chaque mois et je le donnerai à maman pour les courses et la pharmacie. Comme ça, pas de traces sur leur relevé, pas de problème avec les impôts. C'est pour leur bien, Armelle. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Ces 3 mots. C'était ma sœur. Nous avions le même sang. Comment aurais-je pu imaginer qu'elle utiliserait la santé de notre père pour monter une escroquerie? J'ai accepté. Nous avons convenu d'un montant, 2500 € par mois. C'était une somme énorme. Cela couvrait les soins, la nourriture de qualité, le chauffage, et petit à petit, les réparations de la maison. Tu es une bonne fille, Armelle, m'a dit Jocelyne avant de raccrocher. Je leur dirai que ça vient de toi, bien sûr. Mais chut, ne leur parle pas trop des détails financiers au téléphone, ça stresse maman avec son hypertension. Laisse-moi gérer. Et c'est ainsi que j'ai commencé à saigner financièrement, mois après mois, convaincu que je sauvais ma famille. Je ne savais pas que je finançais le train de vie d'une princesse déchue. La vie à Lyon, contrairement à ce que mes parents imaginaient, n'était pas une fête perpétuelle pour moi. Avec un salaire de 3800 €, j'aurais dû vivre confortablement. Mais une fois les 2500 € virés à Jocelyne, il ne me restait que 1300 €. Cela peut sembler suffisant pour certains, mais à Lyon, le loyer de mon petit appartement de 25 mètres carrés en périphérie engloutissait déjà 750 €. Ajoutez l'électricité, l'assurance, l'essence pour aller à l'usine, et les impôts. Il ne me restait presque rien pour vivre. Je suis devenue une ombre dans ma propre vie. Mes collègues allaient déjeuner dans des brasseries le midi, moi, je mangeais mes gamelles tristes dans ma voiture ou au coin de mon bureau. C'était invariablement des pâtes au beurre, du riz, ou des sandwichs faits maison avec du jambon premier prix. Je me souviens d'un hiver où mes bottes ont pris l'eau. La semelle était fendue. Je sentais le froid du trottoir mouillé mordre mes orteils à chaque pas vers le métro. Je suis passé devant une vitrine de chaussures. Une paire de bottines robustes et chaudes coûtait 120 €. J'ai regardé mon compte en banque sur mon téléphone. J'étais à découvert de 50 €. C'était le 20 du mois. J'ai serré les dents et j'ai continué à marcher avec mes pieds mouillés, en me disant, c'est pour les médicaments de papa. Il a besoin de respirer. Toi, tu peux supporter un peu de froid. J'ai refusé les sorties cinéma, les vacances avec des amis, les mariages lointains. On a commencé à me traiter de radine, d'asociale. Armelle ne vient jamais, elle garde tout son argent pour elle, chuchotaient mes collègues. Si seulement ils savaient. Mais le pire, c'était les appels de ma mère. Allô, Armelle? Sa voix était souvent plaintive. C'est difficile ce mois-ci. L'électricité a encore augmenté. On a dû baisser le chauffage à 17 degrés. Ton père tousse beaucoup. Je fixais le mur décrépit de mon studio, mon cœur se serrant douloureusement. Mais maman. Jocelyne ne vous aide pas? Oh, ta sœur fait ce qu'elle peut, la pauvre, soupirait maman. Elle nous apporte des courses de temps en temps, elle est si généreuse avec le peu qu'elle a. Elle se sacrifie tellement pour nous. Je voulais hurler, mais c'est moi l'argent. Cependant, la voix de Jocelyne résonnait dans ma tête, ne leur parle pas d'argent, ça les stresse, l'administration va tout couper. Alors je me taisais. Et parfois, rongé par la culpabilité d'entendre mon père tousser en arrière-plan, je virais 100 ou 200 € supplémentaires, me privant de chauffage moi-même. Je m'arrête un instant ici. Mettez-vous à ma place. Vous mangez des pâtes tous les jours, vous avez froid, vous travaillez 50 heures par semaine, et vous envoyez plus de la moitié de votre salaire à votre famille. Et pourtant, votre mère vous appelle pour vous dire qu'ils ont froid et faim. Qu'auriez-vous fait?
Auriez-vous continué à envoyer de l'argent par culpabilité, ou auriez-vous commencé à poser des questions gênantes? Dites-moi honnêtement dans les commentaires ce que vous auriez fait à ce stade. Je continuais parce que je pensais que c'était le prix à payer pour être une bonne fille. Je pensais que l'amour s'achetait par le sacrifice. Mais le sacrifice, quand il est unilatéral, n'est pas de l'amour. C'est de l'exploitation. C'est Tanguy qui a commencé à allumer la lumière dans la pièce sombre de mon déni. Nous nous étions rencontrés à l'usine. Il était technicien de maintenance, un homme pragmatique, solide, avec des mains calleuses et un cœur d'or. Il ne comprenait pas pourquoi une ingénieure portait des pulls élimés et refusait toujours d'aller au restaurant. Quand je lui ai finalement avoué ma situation financière, il a froncé les sourcils mais n'a rien dit. Pas tout de suite. Le premier gros choc a eu lieu à Noël dernier. J'avais amené Tanguy à Châteauroux pour le présenter à mes parents. En arrivant devant la maison, nous avons vu une voiture garée dans l'allée. Une Peugeot 3008 SUV, modèle récent, noir brillant, toutes options. C'est la voiture de qui? A demandé Tanguy, impressionné. C'est celle de Jocelyne, a répondu mon père avec fierté en sortant sur le perron. Elle a fait une affaire en or, elle dit que c'est indispensable pour son image d'agent immobilier. Elle se débrouille si bien, ma fille. Je suis entrée dans la maison. Il faisait froid. L'humidité suintait sur les murs du salon. Au plafond, une tache de moisissure noire s'étalait comme une tumeur. J'ai pris Jocelyne à part dans la cuisine. J'ai envoyé 5 000 € il y a 3 mois spécifiquement pour réparer cette toiture. Pourquoi ça fuit encore? Jocelyne n'a même pas scié. Elle a attrapé une olive dans un bol et l'a mangée avec désinvolture. Oh, tu sais comment sont les artisans dans le coin. Impossible d'en trouver un fiable. J'ai gardé l'argent de côté, j'attends le devis d'un couvreur pour le printemps. C'est plus prudent. Et la voiture, ai-je demandé, ma voix se durcissant. C'est un leasing au nom de ma société, a-t-elle répliqué du tac au tac. Il faut bien que j'ai l'air présentable pour mes clients si je veux gagner de l'argent pour aider papa et maman, non? Tu ne comprends rien au business, Armel. Reste dans tes machines. Le soir même, j'ai vu Jocelyne poster une photo sur Instagram. Elle posait devant le SUV avec un sac Louis Vuitton, la légende disait, quand le travail acharné paie enfin. #selfmade woman #boss lady. J'ai montré la photo à Tanguy dans la chambre d'amis. Armel, a-t-il dit doucement. Regarde le sac. Regarde la voiture. Et regarde le plafond moisi de tes parents. Les mathématiques ne collent pas. Elle dit que c'est du leasing. Ai-je murmuré, essayant désespérément de m'accrocher à l'illusion que ma sœur ne pouvait pas être un monstre. Et les 2 500 € par mois? Tes parents mangent du ragoût de bas morceaux et chauffent à 17 degrés. Où va l'argent, Armel? Où va ton argent? Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas admettre qu'il avait raison signifiait admettre que j'avais été la plus grande idiote de la Terre pendant 5 ans. Je préférais le doute à la douleur. Mais le doute, une fois installé, est un acide qui ronge tout. Le point de rupture est arrivé un mois avant cet anniversaire maudit. Il était 2 heures du matin quand mon téléphone a vibré sur la table de nuit. Le nom de Jocelyne clignotait dans l'obscurité. J'ai décroché, le cœur battant. Armel. Sa voix était hystérique, entrecoupée de sanglots. C'est papa. Il a fait un malaise. On est aux urgences. Le médecin dit que son cœur lâche. Il faut opérer tout de suite, poser des stents, mais c'est une clinique privée hors convention, il demande un acompte immédiat sinon il ne l'emmène pas au bloc. Quoi? Mais pourquoi une clinique privée? Pourquoi pas l'hôpital public, ai-je balbutié, à moitié endormi et terrifié. Il n'y avait pas de place. C'est une question de vie ou de mort, Armel. Bon sang, tu veux qu'il meure pour de l'argent? Il faut 4 000 € maintenant. La culpabilité, cette vieille amie toxique, m'a saisi à la gorge. J'ai regardé Tanguy qui dormait à côté de moi. Nous économisions depuis 1 an pour notre mariage. J'avais exactement 4 200 € sur mon livret d'épargne. C'était tout ce que nous avions. D'accord, ai-je dit, les larmes aux yeux. Je fais le virement instantané.
Sauf papa. J'ai transféré l'argent. 4 000 euros. Nos économies. Notre projet de mariage. Tout a disparu en un clic. 2 jours plus tard, n'y tenant plus, j'ai appelé ma mère sur le fixe, profitant d'un moment où je savais que Jocelyne n'était pas là. Maman, comment va papa? L'opération s'est bien passée? Il y a eu un silence au bout du fil. Quelle opération, ma chérie? Le monde s'est arrêté de tourner. L'opération du cœur. Jocelyne m'a dit qu'il était aux urgences, qu'il fallait poser des stents. Maman a ri doucement. Oh là là, cette Jocelyne, elle s'inquiète toujours trop. Ton père a eu une grosse crise de reflux gastrique. Il avait mal à la poitrine, on a eu peur, on est allé voir le médecin de garde. Il lui a donné du Gaviscon et c'est passé. On est rentré à la maison 2 heures après. Il va bien, il jardine là. J'ai senti une froideur polaire m'envahir. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli lâcher le téléphone. Maman, vous n'avez rien payé? Non, le tiers payant a fonctionné, on a juste payé 25 € pour la consultation de nuit. Pourquoi? J'ai raccroché doucement. J'ai appelé Jocelyne. Elle a décroché au 3e appel. Tu m'as menti, ai-je dit, ma voix blanche. Papa n'a jamais été opéré. Tu m'as volé 4 000 €. Il y a eu une pause. Puis elle a soupiré, comme si j'étais une enfant déraisonnable. Tu dramatises toujours tout. J'ai paniqué, d'accord? Je pensais vraiment que c'était le cœur. Et quand c'était fini, je me suis dit que c'était l'occasion de garder cet argent de côté pour les vrais coups durs à venir. Je gère les risques, Armelle. Je constitue une trésorerie de sécurité pour eux. Tu devrais me remercier d'être prévoyante. Rends-moi l'argent, ai-je sifflé. Je ne peux pas, a-t-elle dit rapidement. Je l'ai placé. Il est bloqué sur un compte à terme pour 3 mois. Elle a raccroché. Ce soir-là, en rentrant, j'ai tout raconté à Tanguy. Je m'attendais à ce qu'il crie. Mais il m'a juste prise dans ses bras pendant que je pleurais de rage et de honte. Ce n'est plus ta sœur, Armelle, a-t-il dit. C'est un parasite. Et il est temps de faire une désinfection. C'est ce jour-là que l'ingénieur en contrôle qualité a pris le dessus sur la petite sœur soumise. J'ai séché mes larmes. J'avais besoin de preuves. J'avais besoin de données. J'ai abordé cette situation comme je traiterais une défaillance critique sur une ligne de production automobile, avec méthode, froideur et une précision chirurgicale. L'émotion n'avait plus sa place, seules les preuves comptaient. J'ai commencé par télécharger mes relevés bancaires des 5 dernières années. J'ai passé mes nuits à surligner chaque virement envoyé à Jocelyne. Virement mensuel, 2 500 € x 60 mois égale 150 000 €. Virement d'urgence, toiture, chaudière, dents de maman, lunettes de papa, environ 18 000 € sur 5 ans. Le dernier virement, crise cardiaque, 4 000 €. Total, 172 000 €. J'ai failli vomir en voyant le chiffre final. C'était le prix d'une petite maison. C'était ma vie, mes heures supplémentaires, mes chaussures trouées, mes repas sautés. Ensuite, j'ai créé un faux compte Instagram sous un nom anonyme. Jocelyne m'avait bloqué de ses stories depuis longtemps, prétextant qu'elle voulait séparer sa vie professionnelle de la famille. J'ai demandé à suivre son compte privé. Elle a accepté en 10 minutes, trop avide de nouveaux abonnés pour vérifier. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. C'était une chronologie de l'horreur financière. J'ai ouvert un fichier Excel et j'ai commencé à croiser les données. Donnée 1, le 15 mars de l'année dernière, je lui vire 2 500 €. Le 16 mars, elle poste une photo, week-end spa et détente au Touquet. Je le mérite bien. Le prix de l'hôtel? 400 € la nuit. Donnée 2, le 10 septembre, j'envoie 1 500 € supplémentaires pour réparer la chaudière. Le 12 septembre, photo d'un nouveau sac à main de marque avec la légende, petit craquage de rentrée. Merci à mes clients fidèles. Donnée 3, le jour des 4 000 € pour le cœur de papa, elle avait posté une story, maintenant archivée dans ses highlights, montrant une table VIP dans une boîte de nuit avec des bouteilles de champagne et des feux de Bengale.
Légende, on ne vit qu'une fois. Elle n'avait rien placé. Elle n'avait rien gardé de côté. Elle avait tout brûlé. Mon argent. La santé de mon père. Mon avenir avec Tanguy. Tout était parti en fumée, en alcool et en vanité. J'ai imprimé chaque relevé, chaque photo, chaque commentaire hypocrite. J'ai constitué un dossier épais. J'ai acheté une chemise cartonnée bleu roi pour tout ranger. Tanguy m'a regardé faire, imprimante ronronnant dans la nuit. Tu vas vraiment faire ça le jour de son anniversaire, a-t-il demandé. J'ai agrafé une photo de Jocelyne riant un verre de champagne à la main, daté du jour où papa était soi-disant à l'agonie. Ce n'est pas moi qui choisis le moment, ai-je répondu, ma voix calme et terrifiante. C'est elle qui a choisi de m'inviter à ma propre exécution. Je vais juste retourner l'arme. J'ai aussi passé quelques coups de fil discrets. J'ai appelé la pharmacie de mon village natal. Le pharmacien, un vieil ami d'école, m'a confirmé à demi-mot que mes parents ne prenaient que les génériques remboursés et qu'ils avaient parfois du mal à avancer la part mutuelle. J'ai appelé le fournisseur d'électricité, me faisant passer pour maman, je connaissais toutes ces infos, et j'ai appris qu'ils avaient des retards de paiement et risquaient la coupure. Tout l'argent avait disparu. Jocelyne n'avait pas seulement volé mon argent, elle avait laissé nos parents vivre dans la précarité tout en se pavanant avec les plumes du pan. Le dossier était prêt. Il pesait lourd dans mes mains, mais encore plus lourd dans mon cœur. C'était la preuve de la trahison ultime. Le trajet de Lyon à Châteauroux n'a jamais semblé aussi long. 4 heures de route à travers la campagne française. Tanguy conduisait, sa main posée fermement sur la mienne sur le levier de vitesse. La vieille Renault Clio vibrait, mais je ne sentais rien. J'étais dans un état de transe froide. Le dossier bleu était posé sur la banquette arrière. À chaque virage, il glissait un peu, comme une bête vivante attendant de mordre. « Tu es sûr de vouloir faire ça devant tout le monde ?» a demandé Tanguy alors que nous approchions du panneau d'entrée de ville, Châteauroux. « Ça va être violent, Armel. Tes parents, ils sont vieux. Ça pourrait les briser. » J'ai regardé les champs défiler. Ils sont déjà brisés, Tanguy. Ils vivent dans une maison humide, ils comptent les centimes pour se soigner, tout en idolâtrant la personne qui les vole. Si je ne fais rien, Jocelyne va continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Jusqu'à ce que la maison soit saisie. Je ne fais pas ça pour me venger. Je fais ça pour les sauver, même s'ils doivent me détester pour ça. Nous sommes arrivés. La maison n'avait pas changé. Le crépi gris, le portail qui grinçait. Mais la Peugeot 3008 de Jocelyne était déjà là, occupant toute l'allée, brillante et arrogante. Nous avons dû nous garer dans la rue, dans la boue. En sortant de la voiture, j'ai pris le dossier. Je l'ai glissé dans mon grand sac à main. Je sentais son poids contre ma hanche. C'était mon bouclier et mon épée. En entrant, l'odeur du rôti et les rires nous ont accueillis. Maman est venue m'embrasser. Elle semblait plus petite, plus voûtée que la dernière fois. Elle portait un vieux pull que je lui avais offert il y a 5 ans. « Ah, te voilà enfin », a-t-elle dit, sans vraie chaleur. Jocelyne est déjà là, elle nous a raconté ses dernières aventures à Paris. C'est fascinant. J'ai avalé ma salive. Bonjour maman. Bon anniversaire. Jocelyne est apparue dans l'encadrement de la porte de la cuisine, un verre de vin à la main. Elle rayonnait. Elle portait ce masque de confiance absolue que seuls les sociopathes et les grands menteurs savent porter. « Hey, petite sœur », a-t-elle lancé. Toujours avec ta vieille voiture ? Tu devrais vraiment investir, ça fait tache dans le quartier. J'ai souri. Un sourire qui ne montait pas jusqu'à mes yeux. On verra, Jocelyne. On verra qui a investi dans quoi aujourd'hui. Nous nous sommes assis à table. Le décor était planté. Les acteurs étaient en place. Le drame pouvait commencer. Je sentais mon cœur battre contre mes côtes comme un oiseau piégé, mais mes mains, posées sur mes genoux, étaient parfaitement immobiles. Nous revoilà au moment fatidique. La première partie de l'histoire vous a montré l'insulte finale, mais laissez-moi vous décrire l'escalade, ces petites piques vicieuses qui ont mené à l'explosion. C'est comme gonfler un ballon, on souffle, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus contenir l'air.
Le dîner avait commencé depuis 1 heure. L'alcool déliait les langues. Mon oncle Roger, un homme bon mais un peu simple, a levé son verre. À notre Francine. Et à ses 2 filles. Jocelyne a immédiatement saisi l'opportunité. Merci tonton. C'est vrai que c'est important la famille. Je disais justement à maman que je pensais les emmener en croisière l'année prochaine. Avec mes bonus de fin d'année, ça devrait le faire. Des murmures admiratifs ont parcouru la table. Une croisière. Quelle générosité! Maman a posé sa main sur celle de Jocelyne, les yeux brillants de larmes. Tu en fais déjà trop, ma chérie. Tu paies déjà tant de choses ici. J'ai senti Tanguy se tendre à côté de moi. Il a serré ma cuisse sous la table pour me dire « Attends. » Pas encore. Puis, ma tante Ginette s'est tournée vers moi. Elle a toujours eu la langue bien pendue. Et toi, Armel? On ne t'entend pas beaucoup. Avec ton salaire d'ingénieur, tu ne participes pas à la croisière? Ou c'est encore Jocelyne qui doit tout porter sur ses épaules? J'ai posé ma fourchette. Je pense que je participe déjà à ma manière, tante Ginette. Jocelyne a éclaté de rire. Un rire sec. Oh oui, Armel nous envoie ses bonnes ondes depuis Lyon. C'est très spirituel, n'est-ce pas? Mais bon, on ne peut pas t'en vouloir. La vie est chère en ville, et puis tu dois économiser pour, je ne sais pas, tes projets personnels. Elle me peignait en égoïste devant toute la famille. Elle utilisait mon silence, ma discrétion, contre moi. C'est là que papa a parlé. Sa voix était sifflante à cause de ses poumons. Laisse ta sœur tranquille, Jocelyne. Armel est comme elle est. Tout le monde n'a pas ton grand cœur. Certains sont faits pour compter les sous, d'autres pour les donner. C'est la nature. Cette phrase. Certains sont faits pour compter les sous, d'autres pour les donner. Venant de mon père, pour qui je m'étais privé de tout, pour qui j'avais volé mes propres rêves, c'était insupportable. Maman a alors enchaîné avec la phrase qui a tout déclenché, celle que je vous ai dite au début, Armel, tu ne seras jamais aussi bien que ta sœur. C'est elle qui prend soin de cette famille. Le temps s'est ralenti. Je voyais les lèvres de ma mère bouger, je voyais le sourire victorieux de Jocelyne, je voyais la pitié dans les yeux de mes cousins. J'ai regardé le gâteau d'anniversaire au centre de la table. Les bougies brûlaient. Tout comme moi. Je me suis souvenu de mes bottes percées. De mes pâtes sans sauce. De mes 172 000 €. J'ai pris une grande inspiration. J'ai attrapé mon sac à main posé à mes pieds. J'en ai sorti le dossier bleu. Le bruit du plastique sur la nappe a fait tourner quelques têtes. Je me suis levée. J'ai dominé la table de toute ma hauteur. Maman, papa. Vous avez raison. Je ne suis pas comme Jocelyne. Je ne le serai jamais. J'ai marqué une pause théâtrale, savourant l'instant où le prédateur devient la proie. Parce que moi, je ne vole pas ma propre famille. Si Jocelyne est si parfaite, alors demandez-lui de payer les 2500 € par mois. Parce que c'est fini. Je coupe le robinet. La phrase a claqué comme un coup de fouet. Maman a cligné des yeux, confuse. De quoi tu parles? Quels 2500 €? J'ai ouvert le dossier. J'ai pris la première pile de feuilles, les relevés bancaires avec les surlignages fluo et je les ai jetés au milieu de la table, renversant la salière. Regardez, ai-je crié, ma voix brisant enfin sa retenue. Regardez les dates. Regardez les montants. Mon oncle Roger a pris une feuille. Il a ajusté ses lunettes. Virement vers J. Leroux. 2500 €. 15 janvier. 15 février. 15 mars. Il a levé les yeux vers moi, stupéfait. C'est tous les mois. Depuis 5 ans. Jocelyne s'est levée d'un bond, renversant sa chaise. Son visage était devenu d'une pâleur mortelle sous son fond de teint. C'est faux. C'est truqué. Elle a fait ça sur Photoshop. Elle est jalouse. Je n'ai même pas regardé ma sœur. Je fixais mes parents. Maman, tu te souviens quand tu m'as dit que l'électricité allait être coupée l'hiver dernier? J'ai envoyé 600 € le jour même.
Regarde la ligne 42. Je pointais du doigt. Et toi, Jocelyne, qu'est-ce que tu as posté sur Instagram le lendemain? J'ai sorti les impressions des photos Instagram. J'ai tenu bien haut la photo de Jocelyne avec ses bottes de marque neuve. L'hiver sera chaud avec mes nouvelles Louboutins. 600 €. C'est le prix exact de la facture d'électricité de mes parents, Jocelyne. Tu portes leur chauffage aux pieds. Un murmure d'horreur a parcouru la salle. Tante Ginette a mis la main devant sa bouche. Ce n'est pas vrai? A balbutié maman. Elle regardait Jocelyne, cherchant un démenti, un espoir. Dis-lui que c'est faux, ma chérie. Dis-lui que tu nous as donné cet argent. Jocelyne reculait vers le buffet. Elle cherchait une issue. Je gère leur compte. Je garde l'argent pour plus tard. C'est de l'investissement. De l'investissement? J'ai sorti la preuve ultime. Le relevé du virement de 4 000 € pour la fausse crise cardiaque. Papa, ai-je dit doucement en me tournant vers lui. Il y a un mois, Jocelyne m'a appelé à 2 heures du matin. Elle a dit que tu faisais une crise cardiaque et qu'il fallait 4 000 € pour t'opérer dans une clinique privée. Je lui ai envoyé toutes mes économies. Tout l'argent de mon mariage. Papa a ouvert la bouche, choqué. Mais, je n'ai jamais eu de crise cardiaque. J'ai juste eu des brûlures d'estomac. Exactement, ai-je coupé. Et où sont les 4 000 €, Jocelyne? J'ai sorti la photo de la boîte de nuit, celle avec le champagne et les feux d'artifice. Je l'ai posée doucement devant l'assiette de mon père. Ils sont là, papa. Ton opération du cœur a été bue et pissée dans une boîte de nuit à Paris. Le silence qui a suivi était assourdissant. On entendait seulement la respiration sifflante de mon père. Il a pris la photo. Ses mains de vieux travailleur tremblaient tellement que le papier vibrait. Il a regardé la photo, puis il a levé les yeux vers sa fille adorée, sa Jocelyne. Ce que j'ai vu dans ses yeux n'était plus de l'amour. C'était quelque chose qui se brisait. Quelque chose d'irréparable. Tu as volé ta sœur. A murmuré papa, la voix étranglée. Et tu as utilisé ma santé, pour mentir? Jocelyne, acculée, a tenté une dernière manœuvre désespérée. Elle a éclaté en sanglots, mais c'était des larmes de crocodile. C'était pour vous. Je voulais avoir l'air riche pour que vous soyez fiers de moi. Je ne voulais pas être une ratée. Armel a tout réussi, moi je n'avais rien. J'ai emprunté un peu, je voulais rembourser. J'ai des dettes de jeu. Je ne savais plus quoi faire. Des dettes de jeu, a hurlé tante Ginette. Tu as joué l'argent des médicaments de ton père au casino? La mascarade était finie. Le masque était tombé, et derrière, il n'y avait qu'une petite fille égoïste et pourri gâtée. J'ai ressenti un immense vide, mais aussi une légèreté incroyable. Je n'étais plus le fantôme. J'étais le juge. La scène qui a suivi était digne d'une tragédie grecque. L'idole dorée que mes parents avaient vénérée pendant 3 décennies s'effondrait dans la boue de ses propres mensonges. Jocelyne pleurait bruyamment, recroquevillée sur le canapé, son mascara coulant sur ses joues, ruinant son visage parfait. Mais cette fois, personne ne s'est précipité pour la consoler. Mes oncles et tantes restaient à distance, comme si elle était contagieuse. L'argent, c'est tabou dans les familles françaises, mais le vol intrafamilial, c'est le péché capital. Maman était en état de choc. Elle restait assise, fixant les relevés bancaires étalés sur la nappe tachée de vin. Elle touchait les chiffres du doigt, comme pour vérifier qu'ils étaient réels. 172 000 €. Répétait-elle, hagarde. Mon Dieu, Armel. Tu nous as envoyé tout ça? Elle a levé les yeux vers moi, et pour la première fois de ma vie, j'y ai vu une reconnaissance totale, mêlée à une honte dévorante. Et nous qui pensions que tu nous avais oubliés. Nous qui disions du mal de toi. Je ne vous ai jamais oublié, maman, dis-je, la voix tremblante d'émotion retenue. Je mangeais des pâtes depuis 5 ans pour que vous puissiez avoir du chauffage. Et vous me traitiez d'ingrate pendant que Jocelyne portait mes sacrifices à ses pieds. Papa s'est levé péniblement. Il s'est approché de Jocelyne. Il a levé la main. Jocelyne s'est reculée, pensant qu'il allait la frapper.
Mais il a simplement pointé la porte. Sors, a-t-il dit. Sa voix était basse, terrifiante. Papa, s'il te plaît. A geint Jocelyne. Sors de cette maison, a-t-il hurlé, un cri qui a déclenché une quinte de toux violente. Tu n'es plus ma fille. Tu es une voleuse. Tu as volé ta sœur, tu nous as volés, et pire que tout, tu as volé notre confiance. Dégage. Et laisse la voiture. C'est l'argent d'Armel qui l'a payé. Jocelyne s'est levée, titubant. Elle a regardé autour d'elle, cherchant un allié, mais ne trouvant que des visages fermés et méprisants. Elle a attrapé son sac à main, celui acheté avec mon argent, et s'est précipitée vers la porte sans un mot d'excuse, juste un regard haineux jeté dans ma direction. Quand la porte a claqué, le silence est retombé. Un silence lourd, épais. Maman s'est mise à pleurer, le visage dans ses mains. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? On a élevé un monstre et on a ignoré un ange. Je me suis approchée d'elle. Je ne l'ai pas prise dans mes bras. Je ne pouvais pas. Pas encore. La blessure était trop vive. Vous n'avez pas ignoré un ange, maman. Je ne suis pas un ange. Je suis juste votre fille qui essayait de faire ce qui était juste. Mais vous étiez trop aveuglé par les paillettes pour voir la vérité. Tanguy s'est approché et a posé sa main sur mon épaule. Son soutien silencieux était la seule chose qui me tenait debout. J'avais gagné, mais je me sentais vidée. J'avais détruit l'illusion de bonheur de ma famille. C'était nécessaire, comme une amputation pour sauver le corps, mais cela restait une mutilation. Le lendemain matin, l'atmosphère dans la maison était funèbre. Jocelyne n'était pas revenue. On a appris plus tard qu'elle avait dormi chez une amie qu'elle manipulait sans doute aussi. Je me suis assise à la table de la cuisine avec mes parents. J'avais repris ma casquette d'ingénieur. Pas de larmes, que des solutions logiques. Écoutez-moi bien, ai-je commencé. Les choses vont changer. Radicalement. Papa et maman ont hoché la tête, dociles comme des enfants punis. Ils avaient vieilli de 10 ans en une nuit. Premièrement, ai-je dit en posant mon téléphone sur la table. Plus un seul centime ne transitera par Jocelyne. Jamais. Si je vous envoie de l'argent, c'est directement sur le compte de l'hôpital, de la pharmacie ou d'EDF. J'ai mis en place des prélèvements automatiques depuis mon compte pour vos factures fixes. Vous n'aurez plus à vous en soucier. Merci, Armel. A murmuré papa, les yeux baissés. Deuxièmement, ai-je continué, implacable. Jocelyne doit payer. Je ne vais pas porter plainte à la police pour le moment, pour ne pas vous traîner dans la boue publiquement. Mais elle va signer une reconnaissance de dette. Elle va vendre sa voiture, ses sacs, ses vêtements de luxe. Tout l'argent récupéré vous reviendra pour vos vieux jours. Elle n'acceptera jamais, a dit maman faiblement. Elle acceptera, a intervenu Tanguy, d'une voix ferme. Parce que sinon, Armel ira voir la police avec le dossier. Et c'est 5 ans de prison pour abus de faiblesse et escroquerie. Jocelyne le sait. J'ai vu mes parents frissonner à l'idée de la prison. Malgré tout, ils l'aimaient encore. C'est la tragédie de la parenté. Mais ils savaient que j'avais raison. Et troisièmement, ai-je conclu, ma voix se brisant légèrement. Je veux que vous arrêtiez de me comparer. Je ne veux plus jamais entendre que je ne suis pas assez bien. Je suis celle qui est là. Je suis celle qui paie. Je mérite le respect. Pas de l'amour forcé, mais du respect. Maman s'est levée et est venue vers moi. Elle a pris mes mains dans les siennes. Ses mains étaient froides et sèches. Pardonne-moi, Armel. Je t'en supplie. J'ai été aveugle. J'ai été stupide. Je t'aime. Je suis si fière de toi. Pas pour l'argent, mais pour la femme forte que tu es devenue. Tu es bien mieux que nous tous. J'ai laissé quelques larmes couler. C'étaient les mots que j'avais attendus toute ma vie. Ils arrivaient tard, très tard, et ils avaient un goût amer, le goût de 172 000 € perdus. Mais ils étaient là. Nous avons passé le reste de la journée à réorganiser leur vie administrative. J'ai découvert que leur situation n'était pas si désespérée que Jocelyne le prétendait. Avec une gestion saine,
Ils pouvaient vivre correctement. La misère était une invention de ma sœur pour justifier ses demandes d'argent. Avant de partir, j'ai vu la voiture de Jocelyne toujours garée dans l'allée. J'ai pris le double des clés qui étaient accrochées dans l'entrée. Tanguy va conduire la Peugeot, ai-je dit. On va la vendre à Lyon. L'argent sera versé sur votre compte d'épargne. Papa a hoché la tête. Fais ce qu'il faut, ma fille. C'est toi la chef de famille maintenant. 6 mois ont passé depuis cet anniversaire fatidique. La vie a repris son cours, mais le paysage a changé. Jocelyne a touché le fond. Sans ma manne financière et sans le soutien de nos parents, son château de cartes s'est effondré. Ses amis riches ont disparu dès qu'elle n'a plus eu les moyens de payer les tournées de champagne. Elle a dû prendre un vrai travail pour la première fois de sa vie. Elle est caissière dans un supermarché à Orléans. Je sais que ce n'est pas un métier déshonorant, c'est un métier difficile et respectable, mais pour elle, qui se prenait pour une reine, c'est une humiliation quotidienne. Elle a signé la reconnaissance de dette sous la menace d'une plainte. Elle me rembourse 150 € par mois. À ce rythme, il lui faudra 95 ans pour me rembourser. Je sais que je ne reverrai jamais mon argent. Mais ce prélèvement mensuel sur son salaire est un rappel constant de ses crimes. C'est symbolique. Mes parents vont mieux. Paradoxalement, sans Jocelyne pour leur inventer des problèmes et du stress, leur santé s'est stabilisée. Papa respire mieux. Maman est plus calme. Il m'appelle 1 fois par semaine. Non pas pour demander de l'argent, mais pour me demander comment je vais. Tu as bien mangé? Tu ne travailles pas trop tard? Ces questions simples, banales, me font chaud au cœur. Ils apprennent à me connaître, moi, la vraie Armelle, pas le distributeur de billets. Quant à moi, j'ai commencé à me reconstruire. J'ai arrêté les heures supplémentaires folles. J'ai recommencé à manger correctement. Avec les 2500 € que je ne verse plus chaque mois, mon niveau de vie a explosé. J'ai changé ma garde-robe. J'ai acheté des chaussures de qualité qui gardent mes pieds au chaud. Tanguy et moi avons repris notre projet de mariage. Nous mettons de côté de nouveau. C'est plus lent, mais c'est notre argent, propre et honnête. Cependant, je ne vais pas vous mentir en disant que tout est rose. La confiance est comme un vase en cristal, une fois brisé, on peut le recoller, mais les fissures seront toujours visibles. Il y a des moments où je regarde mes parents et je me souviens de leurs paroles cruelles. Il y a des déjeuners de famille où le siège vide de Jocelyne pèse lourd. Le pardon est un chemin long et tortueux, et je ne suis qu'au début de la route. J'ai appris une leçon brutale, on ne peut pas sauver les gens qui ne veulent pas être sauvés, et on ne doit pas se mettre le feu pour garder les autres au chaud. Je suis debout sur le balcon de notre nouvel appartement, plus grand, plus lumineux. Je porte une robe neuve, d'un bleu profond, que je me suis offerte hier sans regarder le prix. Le vent frais de Lyon caresse mon visage. Pendant des années, j'ai vécu dans l'ombre, enchaîné par le besoin désespéré d'être aimé, d'être validé. J'ai cru que ma valeur se mesurait au montant que je pouvais donner. J'ai cru que l'amour était une transaction. Aujourd'hui, je sais que je vaux plus que ça. Je vaux plus que 2500 € par mois. J'ai coupé les ponts avec Jocelyne. Elle a essayé de m'écrire, des lettres pleines de reproches et de fausses excuses, me traitant de « sans cœur » pour l'avoir laissé tomber. J'ai brûlé les lettres sans les lire. Je n'ai plus de place dans ma vie pour sa toxicité. Mes parents, eux, essaient. Ils essaient vraiment. Pour mon anniversaire le mois dernier, ils m'ont envoyé un colis. Pas de demande d'argent. Juste un pot de confiture maison que papa a fait avec les fruits du jardin, et une écharpe que maman a tricotée, pour de vrai cette fois. Il y avait une petite carte, pour notre fille chérie, merci d'être toi. J'ai pleuré en mangeant la confiture. Elle avait le goût de l'enfance que je n'avais jamais eu, mais que je suis peut-être en train de retrouver. J'ai partagé mon histoire avec vous non pas pour me plaindre, mais pour avertir. La famille est sacrée, oui. Mais votre santé mentale, votre dignité et votre avenir le sont tout autant. Si vous vous sentez utilisé, si vous êtes le bon poire de la famille, réveillez-vous. Regardez les chiffres. Regardez les faits. Et n'ayez pas peur de renverser la table. Parfois,
Il faut une explosion pour que la poussière retombe enfin et qu'on puisse voir clair. J'ai perdu beaucoup d'argent, c'est vrai. Mais j'ai gagné quelque chose qui n'a pas de prix, ma liberté. Je ne suis plus l'ombre de Jocelyne. Je suis Armelle. Et pour la première fois de ma vie, ça me suffit amplement. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. C'était difficile de revivre tout ça, mais si mon expérience peut aider ne serait-ce qu'une personne à sortir d'une relation familiale toxique, alors ça en valait la peine. Si vous avez aimé cette histoire, ou si elle vous a touché, s'il vous plaît, laissez un j'aime et partagez-la. Ça aide énormément la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires. Je voudrais vous poser une dernière question. Pensez-vous que j'ai eu raison de ne pas porter plainte contre ma sœur pour préserver mes parents? Ou auriez-vous été jusqu'au bout pour l'avoir en prison? J'attends vos avis dans les commentaires. Prenez soin de vous et de ceux qui vous respectent vraiment. À bientôt.